Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 sur RTI1. Démarrons ce temps d'information par les activités du Premier ministre. Présent à Hambourg, en Allemagne, dans le cadre de la conférence sur le développement durable. Robert Begremambé, représentant le chef d'État, a également participé à un panel. Ces échanges portaient sur l'après-sommet de l'avenir tenu récemment à New York aux Nations Unies. Occasion donc pour le chef du gouvernement de présenter les actions entreprises par la Côte d'Ivoire pour la promotion de l'énergie verte. Le compte rendu d'Herman Guivet, envoyé spécial à Hambourg. Robert Begremambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Conférence sur le développement durable à Hambourg. Séance panel autour d'une question, le sommet de l'avenir et après. Pour rappel, le sommet de l'avenir s'est tenu à New York en septembre dernier aux Nations Unies. Occasion pour les dirigeants mondiaux de faire des choix pour ouvrir la voie à la paix, à la prospérité, à la restauration de la planète et donc à l'utilisation d'énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique. Quelles dispositions prises par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la gestion de l'environnement durable? Premièrement, l'exonération des droits de douane quand il s'agit de l'économie qui concerne l'énergie durable, énergie verte. Deuxièmement, l'exonération des taxes sur la valeur ajoutée quand il s'agit de l'énergie durable. Troisièmement, nous configurons l'exonération des droits pendant 3 ans sur les taxes des opérations bancaires, de sorte à permettre aux investisseurs de bien configurer leur intervention dans ce domaine. Par conséquent, il y a un enjeu de taille qui permet à notre pays de privilégier l'énergie durable. Dans la géométrie de l'énergie, la Côte d'Ivoire vise 40% d'énergie verte d'ici 2030. Donc, tous nos efforts sont portés par ces mécanismes qui est très important à nos yeux. Voici un peu la configuration que nous notons pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Un sommet de l'avenir qui adressait également des questions relatives à la prospérité des États. La République démocratique du Congo opte pour la diversification de son économie. Plutôt que de continuer à se focaliser sur les minerais, nous allons plutôt aujourd'hui vers l'agriculture, diversification de l'agriculture, la transformation, vers le tourisme ou d'autres secteurs des services. Chaque intervenant à ce panel a fait le point d'un certain nombre d'actions engagées par son pays afin de traduire en actes les grandes décisions de ce sommet de l'avenir. Pour direction Bordeaux en France, où se tient la 12e Assemblée générale mondiale du réseau international des organismes de bassin. Cet événement coïncide avec les 30 ans d'existence de l'organisation et la Côte d'Ivoire est présente à ce grand rendez-vous. À cette occasion, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a mis un accent particulier sur la gestion du défi du financement de nos ressources en eau. On fait le point avec Franck Quadio. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, à Bordeaux, c'est ici au centre des congrès Cité mondiale que les porteurs d'idées des pays membres du réseau international des organismes de bassin RIOB épluchent la problématique dualité réseau en eau, changement climatique et leur impact sur la gestion résiliente des bassins. Tous s'accordent sur une idée, celle d'une gestion inclusive et transfrontalière, la plupart des pays du monde ayant en commun les mêmes préoccupations. Une des questions cruciales abordées par les pays membres, défi lié au financement des ressources en eau. De l'avis de certains, le financement public a ses limites. Celui privé doit être cependant soumis à conditions. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, lui, a donné la position de la Côte d'Ivoire. La loi portant code de l'eau prévoit en son sein le mécanisme de financement. Le mécanisme de financement qui consiste à mettre en place un fonds et à partir de ce fonds, nous pouvons avoir des financements pour gérer le secteur. Et le fonds aura pour source, bien sûr, des subventions, mais tout ce qui concerne les redevances, les taxes, nous n'allons pas tourner le dos au financement traditionnel qui consiste à mobiliser des ressources au travers des projets avec des partenaires au développement comme la Banque mondiale, comme la BAD, comme la KfW et la GIZ. Cette réunion du RIOB à Bordeaux, qui est à sa 12e édition, dure 4 jours. Point d'orgue de cette cérémonie solennelle d'ouverture, le Maroc, qui après 5 années de présidence, a passé la main
à la France. Et toujours en France, mais cette fois-ci à Marseille, du côté de l'Institut de recherche pour le développement, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a été faite ambassadeur pour son engagement aux côtés de l'IRD, mais surtout pour ses contributions scientifiques. C'était à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de l'Institut de recherche et de développement. Le compte-rendu de Sephora Zegui à Marseille. Plus de 1000 participants, des chercheurs aux décideurs, en passant par des entrepreneurs et des jeunes engagés, convergent vers le forum Sciences 4 Actions, un événement organisé par l'Institut de recherche et de développement IRD à l'occasion de son 80e anniversaire. Un anniversaire qui pose la science comme levier transformateur pour le futur, rassemblant sous un même espace enseignants et chercheurs venus de tous les horizons. L'IRD, dont le siège est basé à Marseille, est porté sur la recherche et l'innovation scientifique. Valérie Verdier, sa présidente directrice générale, ouvre les festivités avec un message fort: comprendre, construire et transformer. L'IRD continuera à s'investir dans la création de réseaux scientifiques internationaux, dans la jeunesse et dans la formation des futures générations, des futurs talents scientifiques et aussi technologiques, et puis aussi dans la transmission des connaissances, la transmission des données. À ce forum, un invité spécial, professeur Mariatou Koné, ancienne étudiante de l'Orstom, qui a bénéficié d'une bourse de l'IRD pour ses études en France. Elle a été faite ambassadeur de l'Institut de recherche pour le développement pour sa contribution en tant qu'enseignant-chercheur à plusieurs programmes et projets de recherche au profit de l'IRD et de la Côte d'Ivoire. L'IRD, dans ses rapports avec le Sud, a aidé à la constitution d'une base de données scientifiques à travers l'élaboration et la valorisation des travaux de recherche scientifiques, de rapports, de publications, chose qu'on n'aurait pas si on était seul. Le forum Sciences 4 Actions incarne l'engagement continu de l'IRD pour l'avenir. La journée marquant les festivités du 80e anniversaire de l'IRD est ponctuée par des tables rondes, chacune comme une fenêtre sur un pan des grands défis actuels. Retour en Côte d'Ivoire, l'AS Yamoussoukro Pretoria se renforce après 30 ans de coopération. Une rencontre au Sofitel Hôtel Ivoire a servi de cadre de discussion entre les membres de la diplomatie ivoirienne et sud-africaine. L'événement a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de réitérer l'engagement politique des deux pays et de leur gouvernement à faire de l'AS Yamoussoukro Pretoria un modèle de coopération bilatérale. Le témoignage de Souleymane Donissango. Une rencontre de haut niveau entre les membres de la diplomatie ivoirienne et sud-africaine. 30 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le présent événement vise à évaluer leur coopération bilatérale et à offrir des opportunités d'affaires. The celebration of 30 years of diplomatic relationships is a testament to the enduring friendship and mutual respect between the two countries. La célébration des 30 années de relations diplomatiques entre nos deux pays découle du respect des engagements pris depuis l'établissement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ce sont 18 accords bilatéraux qui ont été signés. Nos relations bilatérales ont contribué à la normalisation du processus d'acquisition du visa, à l'enrichissement des échanges entre nos deux peuples et la redynamisation de la coopération socio-économique et politique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, au nom du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Adom Kakou, salue cette initiative qui se veut un cadre de discussion dont l'objectif est de proposer des stratégies innovantes pour une coopération plus accrue entre les deux nations. Nous sommes très heureux que cette année, la célébration des 30 ans de coopération diplomatique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se manifeste de façon fastueuse. Pas seulement que la fête, mais l'exploration de nouveaux champs de coopération qui vont se développer à travers le Forum des affaires, qui va se dérouler pendant 2 ou 3 jours. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, le seul pays africain qui fait partie des 20 premières puissances économiques du monde, G20, entretiennent des relations politiques et diplomatiques depuis le 21 mai 1992. Sur le plan économique et commercial, les échanges globaux s'élèvent à 379 milliards de francs CFA en 2023.
Et toujours dans l'actualité, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec la Banque mondiale, a offert des matériels didactiques aux différentes structures spécialisées de 19 régions de la Côte d'Ivoire. Et il faut souligner que ce don d'une valeur de 50 millions de nos francs CFA vient ainsi accroître l'efficacité de ces structures spécialisées sur le terrain. Plus d'explications avec Ami Diarasouba et Arnaud Kofi. Du matériel anthropométrique, des réfrigérateurs, des cuisinières, des jeux éducatifs et des motos d'une valeur de 50 millions de francs CFA sont remis aux 16 centres socio-éducatifs des 19 régions de la Côte d'Ivoire. Des dons du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en partenariat avec la Banque mondiale viennent faciliter l'opérationnalisation des structures socio-éducatives de base au titre de l'année scolaire 2024-2025. Nous voulons vous rassurer de l'utilisation qui sera faite de ce matériel par notre structure sous tutelle pour que les objectifs à nous assignés puissent être atteints. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et son partenaire se sont assignés comme mission, celle de faire sortir les structures socio-éducatives de la précarité et de lui insuffler une nouvelle dynamique. L'idée, c'est de faire en sorte que pour la petite enfance, en particulier pour l'expansion des crèches, nous voulons faire en sorte que cette approche-là, intégrée en milieu urbain, mais surtout en milieu rural. Les structures socio-éducatives de base permettent aux enfants de s'engager, de créer des liens et de se découvrir eux-mêmes dans un environnement sécurisé et stimulant. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route que le président de la République a bien voulu nous confier, nous mettons tout en œuvre pour renforcer les structures de prise en charge de l'encadrement de nos tout-petits. Au cours de cette cérémonie, plusieurs enseignants ont reçu leur attestation de fin de formation en vue de leur permettre d'exercer dans la protection de la petite enfance. Et dans un autre registre, la guerre en cours au Liban, la tension monte. Et pour de nombreux Libanais vivant en Afrique de l'Ouest, leur pays est sur le point de basculer dans une guerre similaire à celle de 2006. Et cette crise provoque une onde de choc au sein de la diaspora. Alexis Ouedraogo. C'est ma sœur et là c'est ma mère. Les parents de Zahra sont installés à Abidjan depuis de longues années. Il y a 6 ans, du fait des problèmes récurrents de santé de sa mère, ils retournent au Liban où depuis quelques semaines, ils font face à la guerre qui y a éclaté. Le village de ma mère, au sud, c'est un peu à la frontière, il a été complètement bombardé, complètement, totalement, il n'y a plus rien là-bas. Et on a plein de gens qu'on n'a pas d'informations depuis le début. Il y a plein de Libanais qui se sont retrouvés dans des avions, ils ne savent pas où ils vont. Mais voilà, ils veulent juste arriver dans un pays qui est sécurisé. La situation suscite une vague de solidarité au sein de la communauté qui se mobilise pour apporter de l'aide. Une mobilisation qui a aussi pris forme à Dakar. Zoher, chef d'entreprise dans les télécoms, explique que le soutien matériel se fait à travers des chaînes d'approvisionnement, de distribution et de transfert d'argent via plusieurs associations. On a un ami d'enfance proche, avec qui j'ai grandi ici, qui a reçu tout de suite une bombe sur la tête dans la maison, et donc toute sa famille est partie. On a vraiment senti qu'il y a danger. En fait, on ressent le danger réel quand il est à côté de nous, quand on a senti qu'une personne de nous est parti. Plusieurs toutefois partagent des craintes, comme Georges Shahanine, homme d'affaires libanais résidant au Nigeria. Nous sommes très inquiets parce que la guerre s'étend presque à tout le Liban. Nous créons des groupes WhatsApp où nous faisons tous des dons. À cause de la guerre, les choses deviennent plus difficiles. Les lignes maritimes mettent plus de temps à atteindre le Liban et cela fait augmenter les prix. Quand vous essayez de faire sortir votre famille du pays, cela devient aussi compliqué parce que la demande a augmenté de façon exponentielle. La diaspora libanaise d'Afrique de l'Ouest compte plusieurs centaines de milliers de membres qui espèrent un retour rapide de la paix et de la stabilité. Et puis terminons ce temps d'information au Kenya où c'est une procédure inédite. Les députés ont voté hier mardi 8 octobre dans la soirée la destitution du vice-président Rigathi Gachagua après une longue journée de débat. La motion doit encore être soumise au Sénat et liste 11 motifs de destitution en rupture avec le président William Ruto
Depuis plusieurs mois, Rigathi Gachagua lui dénonce un complot politique et des accusations de pure propagande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous qui nous suivez sur RTI 1.